Novembre 2022, OpenAI a lancé ChatGPT. En moins de 5 jours, plus de 1 million d'utilisateurs l'essaient. En 2 mois, ils sont près de 100 millions. Les médias s'emballent. Tout le monde crie en la réelle révolution technologique. Tout va changer, le travail va changer. Et si finalement, tout le monde avait tort, si l'IA n'était simplement qu'une simple bulle, était simplement un feu de paille artificiel, et si derrière toutes ces promesses, il y avait finalement d'énormes limites, et notamment les limites de ChatGPT. Dans cette vidéo, je vais te montrer un autre exemple. Un angle que personne ne veut regarder, celui du futur où l'intelligence artificielle ne fait pas grand chose. Et si, au lieu d'un bond en avant, nous serions en train de construire un futur déprimant, un futur à l'aide de réponses automatiques et de solitude généralisée. Le problème que l'IA peut poser est le manque d'interaction sociale. Mis à part certains individus atteints d'autisme ou certains individus très introvertis, où cela finalement ne dérangera pas, la majorité des individus ont besoin de sociabilité, ont besoin de problèmes sociaux. On l'a vu notamment à la sortie du Covid, tout le monde s'est précipité dans les bars, tout le monde s'est précipité dans les boîtes de nuit. Et comme l'a dit Aristote en son temps, il y a quand même un certain moment, l'homme est un animal social. Et sans cette sociabilité, l'utilité de l'homme est réduite à néant. Un truc tout bête, cet après-midi, je suis allé faire un tour de voiture, j'ai montré ma belle voiture à un ami, à mon frère, et cette sociabilité donne du sens à ta vie, cette sociabilité te donne quelque chose qui finalement est un petit peu indescriptible. Tu dis, ah oui, tu ressens cette situation de bonheur, tu ressens ce sentiment émotionnel de bonheur. Sans cette sociabilité, finalement ça va poser un réel problème pour la majorité des individus, et beaucoup de personnes manqueront de sens dans leur vie. Et même si certains emplois, je dirais comme être ouvrier, comme être contremaître, comme certains emplois très peu qualifiés sont pas forcément très agréables, ils contribuent quand même à donner un sens à la vie de chacun, et notamment aux personnes qui sont les moins gâtées par la nature et qui sont pas forcément nées dans la bonne famille. Dans son livre de 0 à 1, Peter Thiel compare notamment l'être humain aux ordinateurs. Il dit que les ordinateurs savent traiter une grande quantité de données, et c'est ce que fait l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle prend toutes les données qu'elle a, en sa possession. Donc aujourd'hui, c'est très puissant parce qu'elle a toutes les données d'internet, et elle va finalement les traiter et en faire une moyenne. Là où l'être humain a une capacité de raisonnement presque indestructible, une capacité morale que l'IA n'a pas. L'exemple que donnait Peter Thiel dans le livre, c'est que si on entraîne une IA à reconnaître un chat, on va l'entraîner pendant des mois, on va l'entraîner peut-être des semaines, des mois, des années pour reconnaître un chat. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte quand même que cette tâche est quand même relativement simple. Un enfant de 4 ans est capable de le faire, on va dire, relativement facilement. C'est comme reconnaître un chat ou reconnaître un être humain. Et ça, c'est simplement la puissance biologique de nos cerveaux. Et Peter Thiel nous invite à évoquer un modèle de complémentarité entre l'ordinateur et l'humain, mais finalement aujourd'hui ça pourrait être entre l'IA et l'humain, où l'IA agirait comme un outil, mais ne nous remplacerait pas. Personnellement, je ne crois pas au scénario de science-fiction, au scénario un petit peu à la Terminator, où finalement l'IA viendrait nous remplacer, l'IA viendrait nous contrôler. Ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut peut-être remettre en question la manière de penser de Peter Thiel, parce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle est capable de jugement en fonction des données qu'on lui a transmises, et encore une fois, c'est en fonction des données qu'on lui a transmises. Si je lui transmets uniquement, si je vais simplement biaiser mon IA en lui transmettant uniquement les données que je veux, par exemple, je vais faire une expérience scientifique, mais je vais interroger uniquement des criminels, des pédocriminels, des gens qui sont en prison, et je vais dire, regardez l'humain comme il est déviant. Mais sauf que finalement, l'échantillon de mon étude est faux. L'échantillon de mon étude est pas bon. C'est pas du tout représentatif de la population française qui n'est pas incarcérée. Et finalement, ça peut être exactement la même chose avec l'IA. C'est qu'aujourd'hui, moi, je peux donner uniquement un certain type de données à l'IA, uniquement un certain type de données pour dire à l'IA, pense comme ça et pas comme ça. Ça veut dire que je peux dire, moi, je suis plutôt axé à droite, voire extrême droite, donc je vais lui donner que des idées d'extrême droite, et je vais dire, regarde, pense comme je te dis de penser. Et c'est là le réel problème. C'est que l'IA ne va pas être capable d'un jugement moral à partir du moment où on lui donne des fausses données, on lui donne des mauvaises données. Donc on peut estimer que nos États, que la justice sera très correcte avec ça, mais on peut aussi estimer que certains individus, je dirais mal intentionnés, alimentent l'IA avec des données qui sont complètement fausses et qui sont, on va dire, qui vont biaiser le jugement moral de l'IA. Là où un être humain sera capable de faire la différence. Quand on voit une étude, quand on lit le rapport de l'étude et qu'on se rend compte que 46, 47, 48% de l'échantillon de l'étude, c'est des personnes qui ont été incarcérées, on se rend tout de suite compte qu'il y a une couille dans le pâté. Là où l'IA ne le fera pas. Et finalement, ces problèmes de jugement moraux peuvent amener le public à finalement détester l'IA, à boycotter d'une certaine manière certaines sociétés avec l'IA. Le public va boycotter Elon Musk pour un salut nazi, donc j'imagine bien que si l'IA met quelqu'un en prison qui n'a pas à être en prison, eh bien le public boycottera cette intelligence artificielle qui fera que l'IA deviendra has-been à la manière d'un vinyle quand le CD est sorti dans les années 2000. Et un deuxième grand frein de l'intelligence artificielle, c'est la réglementation étatique.
Aujourd'hui, pourquoi l'IA? Pourquoi il y a du développement? Pourquoi on se développe? Parce que le monde de l'IA, le monde d'Internet n'est pas un monde régulé. Tu prends la majorité, et ça c'était également la thèse de Peter Thiel qui est le cofondateur de PayPal, qui a cofondé PayPal avec Elon Musk, qui disait qu'effectivement dans notre monde rien n'évolue réellement. La machine à laver que j'utilise, ma grand-mère l'utilisait déjà dans les années 60. Le grille-pain que j'utilise est exactement le même. Je parierais, je dirais toute mon humble fortune, même si j'en ai pas tant que ça, pour dire que le grille-pain utilisé dans les années 60 était exactement le même que celui d'aujourd'hui. Les voitures sont sensiblement les mêmes. Aujourd'hui, on a peut-être la climatisation, on a la radio, la musique. Je suis prêt à parier que une 2 chevaux est quand même relativement similaire dans sa conception, c'est-à-dire 4 roues, un embrayage, un moteur, un volant et une boîte de vitesse, que la BMW série 1 qui vient de sortir flambant neuve de 2024. Et finalement, pourquoi on l'explique? C'est notamment à cause de la réglementation. Parce qu'aujourd'hui, on voudrait mettre en place par exemple des voitures autonomes en France. La réglementation des voitures autonomes est extrêmement dure en Europe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir des voitures semi-autonomes, donc ça veut dire qu'il faut quand même être là, il faut quand même mettre ses mains sur le volant. D'ailleurs, c'est ultra casse-couille, il faut mettre ses mains sur le volant tout le temps. Moi, j'avais un ami qui coinçait une bouteille d'eau dans le volant pour éviter d'avoir à remettre les mains sur le volant. Donc ça, effectivement, ça freine l'innovation, ça freine le développement. Un jour, le monde de l'IA va être soumis aux mêmes réglementations que l'automobile ou que par exemple tout ce qui est alimentaire. À partir du moment où je vais mettre quelque chose dans la bouche des gens, je vais être confronté à la Food and Drug Administration américaine, donc à la FDA américaine qui va réguler mon produit. La question aujourd'hui qu'on peut se poser, c'est que finalement, ces régulations vont freiner l'innovation. Hier, je lisais un passage du livre La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT qui va littéralement défendre l'IA. Donc cette thèse va vraiment dire que l'IA va littéralement nous remplacer et qu'on va pouvoir être capable de modifier le génome humain et créer artificiellement sans avoir besoin d'un utérus et d'un ovule et d'un ventre biologique, et même les puces dans le cerveau. C'est qu'aujourd'hui, à partir du moment où l'intelligence artificielle arrive dans le monde matériel, elle va être soumise à des réglementations, à des problèmes de réglementation, à des problèmes d'éthique, à des problèmes de morale qui considérablement limiter le développement et l'innovation de l'intelligence artificielle. Mais il y a autre chose, il y a quelque chose qui est étroitement lié à la réglementation, mais que finalement beaucoup n'ont pas pensé, c'est ce qu'on appelle le cartel de producteurs. Aujourd'hui, on peut estimer qu'on a une multitude de logiciels intelligence artificielle qui font tout un tas de choses. On a des intelligences artificielles pour monter des vidéos, pour éditer des photos, pour transformer un espace intérieur afin de le rendre plus moderne, de voir ce qu'il ferait. Aujourd'hui, moi j'ai vu des agents immobiliers quand on cherche des appartements qui refont des appartements à neuf avec de l'intelligence artificielle, qui font ce qu'on appelle du homestaging, donc ils vont mettre en forme un appartement qui finalement est dans un état, je dirais, très moyen, voire un petit peu lamentable, avec de l'intelligence artificielle. Mais le jour où ChatGPT ou d'autres concurrents comme Gemini ou Claude seront capables de faire finalement ce que ces logiciels aujourd'hui nous proposent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ChatGPT va pouvoir presque éditer des photos. Alors ça marche pas très bien pour le moment, mais j'imagine que dans 2, 3, 4, 5 ans, ça fonctionnera parfaitement. Ça veut dire qu'il sera capable d'éditer des photos, donc les outils d'intelligence artificielle capables d'éditer des photos ne seront finalement plus fonctionnels. Également, je suis sûr qu'aujourd'hui, si j'upload une photo dans ChatGPT et que je lui dis refais-moi complètement l'espace intérieur, refais-moi complètement mon salon, je suis certain que ChatGPT va me le faire. Ça veut dire qu'on aurait un tout petit groupe d'entreprises qui contrôlerait la majorité de l'intelligence artificielle. Et donc c'est là où ça pose des problèmes, parce que les barrières à l'entrée sont énormes, parce que pour créer une IA, il faut énormément de calcul, il faut une technologie qui est énorme, il faut des développeurs extrêmement compétents, il faut une puissance de calcul qui est hors norme, et donc c'est des budgets colossaux. Et aujourd'hui, une entreprise ne peut pas rentrer comme ça sur le marché. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la majorité de la puissance de l'intelligence artificielle serait entre finalement un tout petit cartel d'entreprises. Et ça, c'est banni, c'est interdit par les États. Notamment, on peut estimer que le gouvernement américain imposera par exemple à ChatGPT de se diviser en plusieurs sous-sections, c'est-à-dire peut-être 5, 6, 7 sections ChatGPT. Donc finalement, on va segmenter l'entreprise pour favoriser l'entrée de nouveaux concurrents, de nouveaux entrants sur le marché. Ce qui peut être également un frein pour l'innovation. Aujourd'hui, si tu prends mon entreprise et que tu le divises en 4, forcément, moi je vais pas être content et je vais moins innover. Et c'est ce qui s'est passé en 1911, quand Rockefeller contrôlait plus de 80% de la production de pétrole aux États-Unis. Le gouvernement américain a érigé une loi qui s'appelle la loi antitrust et qui a forcé Rockefeller à diviser ses sociétés en plusieurs filiales et en revendre une partie. Et on peut également estimer les problèmes de sécurité. C'est qu'aujourd'hui, même si beaucoup de personnes tentent de le nier, on est quand même en guerre. On est quand même en guerre entre gouvernements, on est quand même en guerre, que ce soit économique, que ce soit politique, même en guerre réelle, avec ce qui se passe en ce moment avec notre très cher Donald Trump. On est quand même en guerre contre la Chine, on est quand même en guerre contre la Russie.
Et on l'a bien vu le jour où la Russie a attaqué les sites français, a attaqué les sites finalement gouvernementaux français où il n'y avait plus de sites et où nous on ne savait pas quoi faire, on peut estimer aussi que les tensions géopolitiques, que les problèmes de sécurité des États vont, on va dire, perturber l'innovation. Aujourd'hui l'innovation se crée uniquement en monopole, ça veut dire qu'on ne crée pas en faisant la guerre, ça n'existe pas. Mis à part dans de rares exceptions, par exemple dans la Seconde Guerre mondiale où beaucoup d'innovations ont lieu, mais finalement on ne crée pas une révolution technologique en se faisant pirater tous les 2 jours par les Chinois ou les Russes, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner si jamais cette vidéo t'a été utile, et on se retrouve dans une prochaine.